Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre atelier 11, saison 2, épisode 7. L'émission en direct des socios engagés du média qui vous fait découvrir les travailleuses et les travailleurs qui font le Média TV. Je suis Antoine. Au-dessus de moi, juste ici, se trouve Michel. Salut Michel, comment ça va? C'est moi. Bonsoir, ça va bien, merci. Ça fait plaisir de te revoir à l'image. Oui, je vais essayer de ne pas partir en vert cette fois. Notre invité ce soir est connu pour sa pugnacité, son intelligence et son mordant. Elle a donné des sueurs froides à plusieurs chroniqueurs et politiques lors de débats télévisés. Elle est aussi une des rares représentantes des femmes musulmanes portant le foulard ayant eu l'opportunité de s'exprimer dans les médias mainstream. Bonsoir Nadia Lazouni. Bonsoir Antoine, bonsoir Michel, merci pour l'invitation. Comment vas-tu ? Alors ça va, très contente d'échanger avec vous et je tiens aussi à saluer vraiment votre engagement au sein du média. Moi, je suis admirative de cette sensibilité politique et sociale que vous avez et qui vous pousse vraiment à donner de votre temps et votre argent à un média indépendant pour pouvoir garantir un certain pluralisme au sein des médias. Donc vraiment bravo. Écoute, on est content de t'accueillir. Ça fait longtemps qu'on y pensait. Bon, on a beaucoup d'invités aussi, et puis il faut toujours arriver à caler une date. Est-ce que ta santé va mieux ? Tu étais souffrante la semaine dernière. Oui, on a exactement. Remplacé un petit peu au pied levé. Oui, voilà, à plat. En fait, c'est un peu le problème que j'ai, c'est que je sous-estime un peu mon état physique et même parfois même psychologique, on va dire plutôt moral. Je fais plusieurs choses en même temps et je m'arrête pas vraiment. Je sais pas me reposer. Et en fait, je pensais pouvoir animer les matinales et à un moment donné, tu sais, ton corps te rattrape et te dit non, tu ne peux plus, quoi. Donc, mais voilà, j'ai pu me reposer et notamment ce week-end. Et donc, je suis très contente de pouvoir retrouver les médias et la communauté du média demain dès 7h. C'est la question qu'on allait te poser, effectivement. Voilà, j'ai déjà anticipé. Alors, qu'est-ce que tu penses de la petite présentation que j'ai faite ? J'avoue, elle n'est pas de moi. Je l'ai pas du tout honteusement d'ailleurs, trouvé sur Internet et j'ai trouvé que ça pouvait faire une bonne introduction. Alors oui, j'allais réagir et c'est bien que tu m'invites du coup à le faire. Alors je dirais, je suis pas une représentante en fait des femmes musulmanes qui portent le foulard. Je fais partie d'elles. Je suis une femme parmi ces femmes de confession musulmane et qui sont visibles. J'ai parlé vraiment en mon nom propre. Après, c'est vrai que beaucoup de femmes qui portent le foulard se sont reconnues dans mon discours et dans mes idées. Et j'en suis très contente d'avoir porté peut-être la voix de peut-être dizaines de milliers, voire centaines de milliers de femmes qui sont complètement invisibilisées. Mais non, pas représentante. Ça serait beaucoup trop de responsabilité pour mes petites épaules. Bon, très bien. La précision était importante. Donc, tu le sais, le but de cette émission est d'en savoir un peu plus sur toi, sur ton parcours, et aussi sur ton travail et ton engagement au sein du média, mais pas que. Donc, écoute, comme je sais que demain tu présentes, tu dois préparer l'émission et qu'on n'a peut-être pas 2 heures ou 2 heures et demie, même si on va essayer de passer un moment de détente, je propose qu'on commence tout de suite. Michel, n'hésite pas à me faire des signes parce que je n'ai pas forcément tous les visuels si tu veux intervenir des fois, ou en coupant et en remettant ton micro pour éviter le bruit de ton ordinateur, par exemple. On peut faire ça. Alors, Nadia, tu es née à Rouen. Donc, tu es normande. Oui, petite ville près de Rouen. Ouais. J'évite de donner la ville pour ne pas donner des mauvaises idées à certaines personnes de venir chez moi en Normandie, mais pas loin de Rouen. D'accord. On va commencer directement par ta formation. Alors, on va commencer par la fac. Tu as un bachelor en droit que tu as obtenu en 2006 à l'Université de Paris 13. Exactement, une licence. Et alors, tout de suite après, alors, tu as continué tes études puisque tu as fait un Master 2 en droit des affaires à la Sorbonne. Ouais. Et en même temps, tu as commencé à travailler en tant que juriste pour plusieurs entreprises, c'est bien ça ? Exactement, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 2006, je suis en licence, donc c'est une licence générale, on doit se spécialiser en M1 et en M2. Donc, j'ai choisi de me spécialiser en droit des affaires parce qu'en fait, on m'a dit, j'avais des amis juristes et avocats déjà en exercice. Moi, là-bas, je voulais vraiment être juriste en droit de l'homme, défendre la veuve et l'orphelin, c'est vraiment ce qui m'anime. Et on m'a dit, tu sais, les places sont rares, les places sont chères.
il faut que tu puisses te garantir quand même une certaine sécurité dans une entreprise. Et la filière du droit des affaires, voilà, se prête beaucoup plus à une carrière. Et c'est vrai que j'avais quel âge? J'avais 20 ans en licence. On est plutôt jeune et on n'a pas forcément la même vision. Enfin, on a un peu plus d'ambition, on va dire. On s'imagine comme une grande avocate en droit des affaires, un peu à la Ali McBeal, etc. Bon, bref, tout ce cinéma et toutes ces séries télévisées qui nous ont pollué l'esprit. Donc, j'avais pris vraiment cette orientation-là, mais très vite, en fait, je pense que même à la fin de mon Master 2 en droit des affaires et de l'économie, qui était un très bon master, et je suis très contente de cette formation malgré tout, puisque elle nous apprend à écrire, à raisonner, à réfléchir, à répondre, et à aussi rebondir, parce qu'il y a un célèbre adage en droit qui dit que le droit mène à tout. Donc finalement, c'était un chemin que je prenais, mais qui me permettait après de m'orienter vers d'autres secteurs et d'autres domaines. Donc, j'ai fait du droit des affaires, surtout du droit des contrats, droit bancaire. Et j'ai une personnalité, je suis plutôt curieuse intellectuellement. Je me pose beaucoup la question du sens, du pourquoi, de si ce que je fais sert un intérêt commun, ce qui n'est pas trop le cas en droit des affaires. On sert plutôt les intérêts d'une entreprise. Au pire des cas et au meilleur des cas, des salariés ou des consommateurs, ce qui n'était malheureusement pas mon cas à l'époque. Et donc, je commence à m'engager un peu dans la vie associative parce que je compense finalement ce manque que je ressens dans le secteur des droits des affaires, des droits des assurances, etc. Et je me dis, écoute, oui, voilà, c'était ça. Donc, j'avais 30 ans à cette époque-là, je me rappelle, c'était en 2014, je voyage aux États-Unis. Et je rencontre des filles de mon âge qui, à un moment donné, se réorientent complètement et reprennent leurs études. Et c'est vrai qu'en France, malheureusement, quand on choisit de s'engager dans une filière universitaire ou de grande école, peu importe, c'est comme si on prenait un engagement sur du long terme et qu'on ne pouvait plus faire de retour en arrière n'était plus possible. Et le retour n'était plus possible, parce que je crois que c'est un pléonasme, le retour en arrière. Et je rencontre donc ces filles-là qui ont complètement bouleversé toutes les idées reçues que j'avais. Et donc, quand je rentre en France, donc septembre 2014 de ce voyage aux États-Unis, je postule à une formation en droit, sciences politiques, relations internationales, donc à l'Université de Lyon, et je suis prise, mais vraiment dans la foulée. Ça veut dire que 2 semaines après, je reprends mes études après être sortie complètement du milieu de l'université. Parce qu'en fait, finalement, j'étais bénévole au sein du milieu associatif et que le bénévolat a ses limites. Bien évidemment financière, et ça ça représente aussi un coût psychologique parce que on s'investit sur des questions. Alors moi, c'était à l'époque les droits de l'homme, donc notamment en matière de discrimination, et je me suis dit je peux pas être que bénévole, ça nous prend tellement de temps, donc je vais reprendre mes études en droit sciences pour relations internationales pour travailler dans le milieu des ONG, des organisations internationales. C'est comme ça que j'ai repris mes études. Ouais. Au passage, aux États-Unis, tu en profites pour passer un certificat d'anglais avancé, t'en connais. Ouais. Et donc, 6 ou 7 ans après ton master en droit des affaires, tu retournes à la fac et tu refais un master 2 en droit et sciences politiques et relations internationales. Voilà, pour travailler, exactement. Puisque, en fait, c'est ça qui est terrible. Mais ça, c'est la mentalité, mais très française. C'est-à-dire que j'avais ma formation et mon expérience en droit des affaires. J'étais bénévole au sein d'associations des droits humains. Et malgré tout, quand je postulais au sein de grandes organisations, de grandes ONG en France, on me disait « Ah oui, mais non, vous n'avez pas la formation requise. Quelle est la formation requise ? Oui, il faut une formation en droit sciences politiques. Mais j'ai une expérience qui fait que je peux déjà être opérationnelle dans ce domaine-là, des droits de l'homme. Non, écoutez, voilà, je vais jouer le jeu, je reprends mes études. Et en fait, à l'issue donc de ce master en droit Sciences Po, je postule et ça a été très compliqué de trouver un travail. Alors, je ne le mets pas en lien autant au milieu d'entreprise. Les discriminations, je les ai ressenties. Forcément, j'ai choisi de porter le foulard en 2012. Donc, après 2012, bien évidemment que pour le recrutement, c'était devenu hyper compliqué de pouvoir décrocher un poste. Dans le milieu des ONG, ça a été le cas, mais pas pour les mêmes raisons. Je ne pense pas que ce soit en raison de mon foulard, mais c'est simplement qu'il y a très peu d'offres pour beaucoup de demandes. Et on est en concurrence aussi avec les IEP, les instituts d'études politiques, etc.
Et je finis par travailler plutôt dans le milieu humanitaire, donc de la solidarité internationale, ce que tu as dû voir, Antoine. Alors, on va en parler, mais avant, je sais que Michel va avoir une question pour toi. Vas-y, je t'écoute, Michel. Oui, justement, je m'étais posé cette question en écoutant Théophile, que nous avons reçu il y a quelques semaines. Il a vécu son enfance dans l'Est de la France. Il nous dit avoir rencontré tardivement la discrimination et le choc d'être traité différemment en raison de sa couleur de peau. Ça lui est arrivé en tant que jeune adulte au moment justement. Ah oui, il a beaucoup de chance. Alors, je voulais savoir si toi, Nadia jeune enfant, puis Nadia lycéenne, puis Nadia étudiante, vivant en province, avait rencontré aussi tardivement cette discrimination, ou bien est-ce que c'était une imprégnation, c'était quelque chose de diffus, qui n'était pas forcément explicité dans ton milieu, mais tu savais qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas vraiment. Est-ce que c'est comme ça? Très bonne question, vraiment, Michel. Alors, je disais, non, mais c'est vrai, c'est une très bonne question et c'est bien amené parce que Théophile a eu beaucoup de chance de faire face à la discrimination alors qu'il était jeune adulte. Moi, c'est quand j'étais enfant, clairement. Et c'était en CM1 et c'était avec mon professeur d'histoire. Donc, moi, c'est un souvenir qui est complètement marqué dans ma mémoire et qui ne risque pas de me quitter et qui a aussi expliqué pourquoi j'ai choisi d'étudier le droit. C'était un cours d'histoire où mon professeur parlait de la bataille de Poitiers, donc de la victoire de Charles Martel et de ses troupes. Et il dit devant toute la classe, heureusement que Charles Martel a arrêté les Arabes, autrement on aurait tous des origines arabes. Donc franchement, j'avais 9 ans, une jeune enfant qui tout d'un coup perd son innocence. Clairement. À 9 ans, c'est ce que je dis souvent, je pense que je suis passée à l'âge adulte quand j'avais 9 ans. J'ai compris que je serais amenée à faire 2 fois plus que les autres, que je ferais face à tout un tas de préjugés et de représentations conscientes et même parfois inconscientes, parce que comme tu dis si bien, Michel, parfois c'est diffus, c'est la société qui est imprégnée comme ça. Et après, donc cette expérience assez douloureuse quand j'avais 9 ans, et pourtant c'est quand même un professeur qui m'aimait beaucoup parce que j'étais bonne élève, j'avais des bonnes notes, j'animais beaucoup sa classe. Mais malgré tout, il y a les préjugés, on la dent dure et vous voyez, c'est un peu, on a des idées d'extrême droite, mais on a une élève ou on a un voisin ou on a un genre qui est arabe ou qui est noir et qui est sympa et avec lui, c'est différent. Donc, ça a toujours été ça, toute ma vie de jeune enfant, d'adolescente et de jeune adulte. Voilà ce qu'on pense des Arabes, voilà ce qu'on pense des musulmans, mais toi, c'est différent. Donc, j'ai toujours vécu avec ça, mais c'est ce que je dis souvent, c'est que j'ai transformé cette colère, sachant que sa colère dissimule beaucoup de tristesse au fond, je l'ai transformée cette rage en un moteur vraiment pour me lancer dans des grandes études, lutter contre les injustices, se mettre du sens dans mon travail. Donc, il a fallu que je passe par ces expériences douloureuses pour pouvoir les transformer en quelque chose de positif et qui, je pense, fait du bien, en tout cas, à pas mal de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui aiment mon travail. Donc, c'est partie de ces discriminations, effectivement. Tout cet engagement-là, le fait que les questions de la reconnaissance, de la représentation des minorités au sein de l'espace public me tiennent à cœur. Effectivement, ça part d'une expérience très personnelle, mais qui est presque aujourd'hui devenue universelle aux yeux des groupes dits minoritaires. Voilà. Je ne fais pas exception au bout du compte. Bien sûr. Alors, du coup, tu parlais de t'engager un petit peu dans l'humanitaire, entre guillemets. Oui. En 2015, tu passes 5 mois à Bruxelles oui. En tant que policy officer. Exactement. Pour le réseau européen contre le racisme. C'est quoi? C'est un stage pendant ton master, c'est ça? Exactement. C'est un stage dans le cadre de mon master où c'est policy officer. En français, ça donnerait... alors, c'est pas officier politique, c'est plutôt travailler dans le plaidoyer. Donc, je suis chargée de plaidoyer. Voilà, c'est du chargé de plaidoyer. Et donc, c'est d'ailleurs là que je commence à m'intéresser à la communication et que je quitte un peu le droit de manière progressive pour migrer vers le milieu de la communication et des médias. C'est qu'un policy officer, un chargé de plaidoyer,
il y a un volet juridique, mais il y a un gros volet communication, mobilisation de l'opinion publique, campagne de communication et campagne politique. Ça veut dire que je prends conscience lors de ce stage, ça peut paraître très naïf, j'avais 30 ans, de la primauté du politique sur le droit, alors qu'en principe, dans un état de droit, le politique se soumet au droit. Et là, je réalise que ce ne sont que des négociations qui ont lieu dans les couloirs de la Commission européenne et du Parlement européen. Et donc, on travaille la société civile parce que ENAR est un réseau d'associations, ça s'appelle les réseaux parapluies, les associations parapluies, donc qui vraiment réunit, alors je ne pourrais pas plus donner le nom, mais c'est plus d'une centaine d'associations antiracistes dans toute l'Europe. Donc, on coordonne vraiment des actions tous ensemble et on représente aussi la parole de ces associations qui œuvrent vraiment dans les pays de l'Union européenne au niveau européen. Et donc là, je me dis, OK, Nadia, finalement, le droit, les recours juridiques sont importants, mais gagner une affaire, ça ne veut pas dire que tu vas agir sur des mentalités. Réparer le préjudice, c'est hyper important quand on a été victime d'une injustice. Mais après, pour pouvoir changer les mentalités, pour qu'on puisse vivre dans une société plus inclusive et que l'on puisse vivre en paix et dans le respect, dans la tolérance, etc., il faut agir sur l'opinion publique. Pas à coup de procès qu'on change l'état d'un peuple. Voilà, clairement. C'est pour ça que... Ouais, pardon. Non, excuse-moi. La question que je voulais te poser, c'est du coup, tu découvres un petit peu le milieu associatif et politique et tu te rends compte que ça ne marche pas comme ça devrait marcher dans l'idéal. Exactement. Est-ce que, du coup, l'expérience que tu as pu avoir dans des entreprises, alors des grandes entreprises, on ne les a pas citées, mais Volkswagen, tu l'as dit, les assurances, c'était Generali, BNP. Est-ce que tu retrouves en fait la même façon de penser et la même façon de procéder, alors que ça ne devrait pas, et ce qui est un stigmate et un symptôme fort de l'état d'esprit, on va dire, je sais pas, libéral, un petit peu de la porosité qu'il y a entre le milieu politique et les milieux d'affaires privés. Et les milieux associatifs, mais tellement. Et les milieux associatifs aussi. Ouais, mais c'est vraiment, tu as mis le doigt sur quelque chose qui m'a décidé à quitter le milieu associatif. C'est que dans le milieu associatif, je pensais qu'on était tous animés d'idéaux de justice, d'égalité, de fraternité, de solidarité. Et en fait, ce qui domine beaucoup le milieu associatif, c'est l'ego, la recherche de reconnaissance, l'argent aussi, puisque ces associations vivent beaucoup de subventions publiques et de dons. Et effectivement, j'ai côtoyé malheureusement dans ce milieu associatif des personnes qui ont instrumentalisé des causes nobles comme la lutte contre les discriminations pour se construire une carrière. Et ces luttes-là ont servi de tremplin pour eux au niveau de la diplomatie. J'ai vu certains militants maltraiter ces personnes qui sont elles-mêmes victimes de discrimination. Et donc, et puis surtout, on commençait à mettre en place dans ce milieu associatif des process un peu d'entreprise avec des objectifs, avec comment on appelle ça, on mettait au placard certaines personnes. Voilà, on avait des réunions pour parler de résultats. On était dans quelque chose de vraiment quantitatif et plus qualitatif. Et donc, je me suis rendu compte, de manière peut-être encore une fois naïve, que ce milieu des ONG obéissait aux mêmes logiques que le milieu de l'entreprise, l'argent, la compétition, l'ego. Et c'est vraiment pour moi, c'est même pas des valeurs, c'est des travers qui m'ont empêché clairement de poursuivre au sein des milieux des organisations non gouvernementales. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait long feu. J'ai pas fait long feu. Je suis quand même restée dans le milieu associatif. J'ai commencé en 2012, 2011-2012. Je l'ai définitivement quitté en 2015. Définitivement pas quitté. Je ne veux même plus en entendre parler. On fera pas de rapprochement, hein, Michel. Ouais. Non, aucun rapprochement. Alors, juste après, tu fais encore 5 mois. Alors, c'est peut-être un stage au Mental Healthy Family. J'essaie d'avoir un accent correct. Alors, qui est à Taïwan. Est-ce que tu fais ça depuis non. C'est quoi cette histoire où tu fais ça depuis la France? Tu mènes une campagne de fonds pour cette association, c'est ça ou... Pour MHF.
Oui, c'est ça. Et ma chef, ils sont à Paris. Ah, ils sont à Paris. C'est Muslim Hands Friends, en fait, qui est une organisation, en revanche, internationale. Leur siège est en Angleterre. Donc, non, c'est vraiment, je travaille avec eux dans le fundraising. Voilà. Donc, voilà, dans le fundraising et dans la communication. Donc, cette expérience, d'ailleurs, vient confirmer tout ce que je dis avant sur le milieu associatif. Alors, encore plus dans le milieu de la solidarité internationale, où, alors, j'aime faire des amis, mais il y a énormément d'argent qui est injecté dans le volet communication, marketing, ce qui peut se comprendre. C'est comme ça aussi qu'on attire des donateurs, je l'entends. Mais à partir du moment où ce qui t'anime dans ton travail au sein d'associations de solidarité internationale, c'est une quête d'argent, oui. À ce moment-là, je vais travailler à Volkswagen et je retourne à la BNP et j'ai le droit à mon épargne salariale. Enfin, si c'est ça, en fait. Et les tickets restaurants, et les séminaires, et les voyages. Voilà, il y a certains avantages qu'on trouve dans le secteur privé, qu'on trouve moins dans le milieu des ONG. Donc, vraiment, ça peut sembler mais tellement naïf, mais je me retrouve dans le milieu de la solidarité internationale et je découvre les parts les plus sombres de l'homme. Voilà, que j'avais vu et identifié dans le milieu de la banque, mais c'est connu. La banque, les requins, la finance, on est prévenu quelque part. Mais quand on rentre comme ça dans le milieu de la solidarité internationale et des droits de l'homme, c'est une découverte totale, une très mauvaise surprise en fait. Et je me souviens enfin de ces expériences-là. Alors c'est formateur, c'est forcément formateur, puisque une fois de plus, je ne regrette rien, parce que cette formation m'a accompagnée une fois de plus vers les médias, c'est-à-dire que je suis dans le fundraising et dans la communication. Voilà, je travaille sur les supports, je travaille sur les campagnes de communication, de levée de fonds, je remets en place des maraudes, etc. Je manage une équipe, donc je développe quand même des compétences qui vont m'être très utiles pour la création de mon média par la suite. Mais voilà, on découvre, l'humain est très surprenant. L'humain est très surprenant. Tellement. Alors, justement, on y arrive. Suite à cette expérience, ou quasiment après, ou peut-être en même temps, je ne sais pas trop, tu vas créer Speak Up Channel, qui est ton média, on va dire. Oui. Alors, on va en reparler. Juste avant, on va peut-être dérouler quelques expériences que tu as eues en parallèle. Alors, je ne sais pas, c'était peut-être en association avec ce média ou des choses comme ça. Tu crées Speak Up Channel en mars 2017, donc. Ouais. Et en avril, tu es journaliste pour le banlieusard.fr, qui est un site d'information qui a été initié par Kerry James, où là, tu présentes une ou deux éditions de l'émission sur YouTube, Les candidats face à la banlieue. C'est ça. La première fois, je crois que c'est Benoît Hamon qui est invité. Exactement. Et tu récidiveras peut-être plus tard, en septembre 2018, alors du coup, c'est après l'élection, avec Philippe Poutou. Alors non, Philippe Poutou, c'est dans la foulée. C'est dans la foulée. Ouais. C'est que Philippe. En fait, c'est que j'ai mis en ligne les vidéos sur mon média bien plus tard, mais c'était dans le temps de la campagne présidentielle. J'ai vu avec Kerry, j'ai dit bon Kerry, est-ce que je peux mettre les émissions que j'ai animées en 2017 sur ma chaîne? Vas-y. Je l'ai fait en 2018. Et en fait, donc Kerry James est un artiste que j'ai reçu dans mon émission. Donc Speak Up Channel, média qui contribue à une meilleure représentation des minorités dans l'espace médiatique et qui diffuse un premier programme, qui est mon talk show, le Nadia Lazoni Show. Et je reçois donc des invités, des personnes connues, moins connues, pour parler de questions de société sous un angle vraiment inclusif, bienveillant et contemporain. J'insiste sur le mot bienveillant parce qu'à l'ère du buzz et du clash, on est juste saturé d'informations et de contenus qui sont anxiogènes et clivants. Et j'ai pris ce parti-là qui était risqué, de rester sur un programme qui respecte tout simplement son invité. Enfin, et ça peut paraître hyper surprenant. Et forcément, alors ça peut-être pas le même... je n'ai pas la même audience que des talk-shows qui attaquent de manière personnelle et indécente des personnes, donc ce qui provoque... qui suscite un intérêt assez, je trouve, assez malsain. Mais au moins, je suis très contente d'être restée droite dans mes bottes parce qu'aujourd'hui, tous les invités que j'ai reçus, que ce soit Kerry James, Geneviève de Fontenay, Olivier Dacour, Baptiste Soko, Samina Seri, sont restés des personnes avec qui je suis, je dirais pas des amis, le mot est grand, mais c'est des gens qui font partie de mon entourage
et qui ont gardé un très bon souvenir de ce média. Et j'en suis très contente que les invités aient pu aussi quelque part se sentir non seulement valorisés, parce que les gens bien évidemment viennent pour valoriser leur travail, mais surtout respectés dans leurs différences, respectés dans leur singularité. Et ça, je pense que Kerry James a été très sensible à ça. Donc, il me demande ensuite d'animer, de participer à son émission donc politique, les candidats face à la banlieue. C'était pendant la dernière campagne présidentielle, 2017. Et donc, il y a effectivement Benoît Hamon. Donc, à ce moment-là, je suis chroniqueuse. Je fais partie en tout cas des invités qui sont là sur le plateau, des chroniqueurs qui viennent challenger un petit peu Benoît Hamon. Et il me demande par la suite d'animer l'émission avec Philippe Poutou. Donc là, c'est la première fois que j'anime une émission politique, puisqu'avant, sur Speak Up Channel, j'étais sur du divertissement, plutôt du divertissement, question de société. Et là, je suis vraiment dans quelque chose de très politique et de très engagé, plutôt à gauche, bien évidemment. Et voilà, donc c'est effectivement en parallèle de Speak Up Channel. C'est-à-dire que Speak Up Channel, je fais connaître mon travail journalistique, et c'est comme ça, après, que je suis repérée par Kerry James. J'ai bossé pour ILM, j'ai bossé pour WK Agency, et voilà, je développe des contenus pour d'autres. Tu spoil tout mon Je t'en prie. Non. À noter, j'avais noté plutôt que tu avais aussi reçu notamment Raphaël Glucksmann, oui. Actuel député européen, et la sociologue Marie-France Malonga. Exactement. Voilà, c'est mes il y a aussi une question dans le chat, puisque c'est l'intérêt de Twitch, de pouvoir faire de l'interactivité. À quand Kerry James aux médias, nous demande-t-on. Il y a des personnes qui sont prêtes à faire 600 km pour le voir. Mais oui, alors Kerry James, je pense qu'il a parfaitement sa place aux médias. La matinale, je suis moins sûre, qui est strictement, on va dire, politique. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres contenus et d'autres programmes plus à dimension culturelle au sein du média. Donc, Théophile, si tu nous entends, Théophile qui est rédacteur en chef, Julien Terry ou Bertrand, oui, pourquoi pas inviter Kerry James aux médias. On va recevoir Julien dans pas longtemps. Alors, on va faire vite parce que pour te permettre d'avoir quelques heures de sommeil cette nuit quand même. Donc, tu l'as dit, tu as eu plein d'autres expériences en parallèle. Tu as été chroniqueuse sur Radio France Maghreb. Tu as travaillé chez Images Locales Multimédia. Alors là, c'était peut-être… tu faisais quoi? Oui, tu t'occupais d'une émission juridique. Exactement, j'ai développé… T'en profitais un petit peu quand même d'avoir un passé… mais voilà, comme quoi, c'est très utile. Donc, j'ai été recrutée en tant que journaliste productrice là-bas. Et donc, j'ai développé une émission juridique. Donc, vraiment j'avais en charge vraiment comment on appelle ça, la production éditoriale, l'animation. J'étais sur la post-production. Donc, c'est des commandes, en fait, qui sont passées par des chaînes qui choisissent ou non de les diffuser. Mais voilà, c'est ça exactement. J'ai bossé pour ILM. Pour très rapidement, WK Agency. WK, ouais. Voilà, c'est une agence de communication digitale qui travaille avec notamment des acteurs du secteur de la grande distribution. Donc là, j'ai fait vraiment du podcast commercial, comment valoriser une marque. Et voilà pour les… Il y a une autre expérience professionnelle qui détonne un petit peu, c'est que, comme tu connaissais bien Kerry James, il t'a proposé un petit rôle dans son film Banlieusard en 2018. Oui, alors en fait, il faut savoir que je suis aussi comédienne amatrice. J'ai fait du théâtre pendant 4-5 ans, quand j'étais en CM2 jusqu'en 3e. Après, j'ai repris après la fac. Et j'aime le théâtre, en vérité. Je le dis là… c'est que moi, je rêvais d'être comédienne. J'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup le spectacle vivant. Et en tout cas, à mon époque, je ne suis pas non plus hyper âgée, mais ce sont des métiers qui étaient plutôt réservés à certaines personnes qui vivaient dans un certain entre-soi, qui n'était pas forcément le bien, parce que moi, j'étais fille d'ouvrier. Et donc, c'était déjà très bien pour une fille d'ouvrier, née en 84, donc c'était quand même très rare de pouvoir entreprendre des études de droit. C'était assez prestigieux pour moi, pour ma famille. Et puis, mais voilà, j'ai très vite été rattrapée par le théâtre et la comédie. Donc Kerry savait que j'étais comédienne de théâtre, et effectivement, il m'a dit je suis sur l'écriture de mon film. Quand il y aura le casting, je te le fais savoir. Et il a tenu parole. Et effectivement, j'ai fait le casting comme tout le monde, et j'ai été shortlistée, et ensuite j'ai été prise. Voilà. Ça te fait un point commun avec Jamil, qui aussi avait des velléités
artistique, on va dire. Vous pourrez en parler. Oui, voilà. mais en fait, généralement, quand on est dans le travail un peu de l'écriture, même dans l'écriture Oui. d'édito, il y a quelque chose ça raconte quelque chose de sa sensibilité un peu artistique aussi, de mettre en scène. Parce que quand on écrit, on visualise ce qu'on écrit aussi. On met en scène des mots. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling. Après, je ne suis pas forcément fan du storytelling, mais oui, il y a des ponts très faciles à faire entre le journalisme et la. Ouais. Cory dit dans le chat qu'il va falloir qu'il aille voir Banlieusard. Alors, Cory, pour info, a priori, c'est sur Netflix. Exactement. Cory, je n'ai pas Netflix, mais j'ai vu via mon VPN qu'il est même sur Netflix en Suède. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Il est traduit dans plusieurs langues, exactement. Alors, J-Mix, c'était la chanson, si je ne m'abuse, dit Tirlititi. C'était aussi la comédie, même si il a moins fait. Il nous a expliqué qu'il était aussi comédien amateur. C'était les deux, un artiste complet. Alors, sur Speak Up Channel, tu l'as lancé vraiment. Tu n'avais pas de moyens. Tu as un petit peu raconté à un média en ligne, tu n'avais pas de moyens, tu as voulu le faire un petit peu toute seule parce que tu ne voulais pas demander de l'argent à tes proches sans avoir quelque chose de concret à montrer pour ne pas perdre de l'argent. Et au bout d'un moment, tu as lancé une campagne de financement participatif, c'est ça? Oui, mais privé. Bon, après, on l'a retrouvé en faisant des petites recherches, mais c'était un lien privé que j'avais envoyé à quelques personnes de mon entourage, notamment celles et ceux qui ont pu participer à des émissions, mais ce n'est pas une campagne de financement public. Elle était privée. Le lien a fuité, mais c'était une participation privée. Alors, avant de passer à la deuxième partie, parce que pour aller toujours un petit peu vite, Speak Up Channel, j'ai lu ça quelque part, à l'automne 2018, a été invité à l'ONU. Ouais. Il faut que tu nous racontes ça quand même, parce que c'est pas banal. C'est pas banal. Effectivement, c'était assez surprenant. Je reçois une invitation. Il faudrait que je retrouve. C'est le haut commissaire. Alors, il ne travaillait pas dans le milieu des droits de l'homme, mais c'était en tout cas le sujet qui avait été abordé lors de cette conférence de 3 jours, c'était l'impact des médias, le média comme vecteur d'inclusion. Donc, c'est exactement ce que je fais en fait avec Speak Up Channel. Donc, je reçois cette invitation et effectivement, je me retrouve à New York à l'ONU. Je vois le secrétaire de l'ONU juste en face de moi, tous ces grands diplomates, etc. Et alors, tu vas rire, Antoine, tu vas me dire, mais... elle va de déconvenue en déconvenue et elle apprend la vie que maintenant. Mais c'était du théâtre, quoi. Enfin, je veux dire, c'était Netflix à côté, c'est rien de ce que j'ai vu à l'ONU, en fait. Donc, on a tous ces diplomates, ces hauts fonctionnaires, ces représentants d'État qui font des espèces de grands discours très engagés, très empreints d'empathie, etc. Et puis, j'ai été invitée, vraiment, il y a eu un déjeuner avec, j'ai été sélectionnée dans le déjeuner avec tous ces grands diplomates, etc. Et on s'est retrouvés. Et c'est des gens qui, je ne vais pas dire qu'ils n'incarnent pas ce qu'ils disent, mais ce sont des fonctionnaires. Voilà, enfin, je veux dire, ils travaillent au sein d'une administration pour servir les intérêts d'un État. Et ça fait bien de dire, en plus, c'est marrant parce que cette conférence était organisée par le Qatar, parce qu'à l'époque, la gouvernance donc, de ce comité était assuré par le Qatar, alors qu'on en pense qu'on en veut. Al Jazeera, ça reste quand même une chaîne qui est quand même pro-Qatar en termes de pluralisme. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément le pays qui ait beaucoup de choses à dire et à enseigner à qui que ce soit. Enfin, on dit ça, c'est le cas aussi pour la France. On rappelle que c'est une oligarchie qui détient les médias, donc la France est aussi très mauvaise élève. Et donc, on est aussi dans ce jeu comme ça de ce jeu de dupes, finalement, tous ensemble. Et donc, oui, c'était fantastique. C'était une belle reconnaissance quand même de mon travail, de me dire, mais tiens, c'est même curieux comment l'ONU a pu me repérer, moi, Nadia, qui me lance depuis très peu sur YouTube en créant le média. Mais en fait, je pense que c'est simplement... c'est 18 mois à peine d'existence de Speak Up Channel. Hein. Exactement. Donc, je pense que non, ce qui dénote beaucoup, c'est que comme en France, on invisibilise complètement les femmes musulmanes qui portent le voile et qu'on les... il y a tout un imaginaire
qui vraiment réduit la femme à son foulard et pense d'elle qu'elle est opprimée, elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a pas le droit d'être en interaction avec les gens. Et on ne lui donne pas la parole, puisqu'on en reparlera certainement, mais les débats, la première fois que je participe à un débat télévisé, c'était en février 2019. Avant ça, il y a dû y avoir une intervention de femmes qui portent le foulard à la télé. Et donc, de l'extérieur, les gens savent, les États savent que la France traite de manière particulièrement stigmatisante la communauté musulmane. Je pense qu'il suffit d'allumer la télé et d'aller sur Twitter pour en prendre conscience. Et donc là, j'étais un peu un ovni, donc non seulement ici en France, mais même à l'étranger, de se dire ah bah tiens, on a une journaliste qui porte le foulard et qui ne parle pas d'islam et d'islamophobie. Voilà, c'est-à-dire que je travaille vraiment sur des questions qui fédèrent, des questions qui sont inclusives et qui intéressent tout le monde de manière complètement indifférenciée. Enfin, on veut dire qu'on soit musulman ou non, un homme ou une femme, on peut regarder Nadia Lazoni Show, on y apprend quelque chose. Donc, ça surprend, ça a créé un peu la surprise, aussi bien au sein de ces communautés musulmanes qu'en dehors, et de se dire, mais tiens, c'est curieux, elle déconstruit tellement de représentations, cette femme-là, bah tiens, on va l'inviter. Voilà, on va lui donner la parole, nous aussi. Pardon. Dans le chat, on nous informe que le média est aussi détenu par 2060 sociétaires oligarques, des loligarques même, précise Serge Victor, qui, bien que n'étant pas à l'antenne, est en forme. Michel, si tu veux intervenir, n'hésite pas, hein, évidemment. Hein. Eh ben, on est heureux de l'apprendre. Donc, on aimerait bien que ces oligarques nous donnent plus d'argent pour développer plus de matinales et plus de programmes. Michel. Oui, eh bien, écoute, Nadia, tu es formidable parce que ça, tu réponds avant même qu'on pose les questions. J'ai eu le même problème, hein. J'ai coché toutes mes cases. Je voulais parler de l'invisibilisation des femmes musulmanes. Eh bien, tu viens d'en parler. La représentation des minorités, c'est ton combat et tu en parles. Je voulais peut-être axer un peu sur ce que j'ai remarqué chez toi, c'est l'importance du langage, le choix des mots qui sont une préoccupation majeure de ton travail. Ça m'a fait penser à cet ouvrage que vient de sortir Nicolas Framont, je crois que ça s'appelle La guerre des mots. Et je pense qu'il y a des mots sur lesquels on pourrait parler indéfiniment sans jamais s'accorder, qui sont république, laïcité, liberté, loi de 1905. Ça divise énormément et il faut vraiment être clair à ce sujet. J'ai remarqué que toi, ta préoccupation, c'est justement la clarté. Exact. Oui, c'est vrai, Michel, parce qu'effectivement, les mots sont importants et qu'aujourd'hui, dans le débat politico-médiatique, on a complètement galvaudé certains concepts, certaines valeurs, certains idéaux qui sont très nobles, comme la laïcité, à laquelle je suis très attachée, comme beaucoup de Françaises et de Français dans ce pays-là, et qui est, c'est ce que je dis souvent, c'est que la laïcité était censée garantir l'unité nationale et pas nous mener vers une uniformisation des comportements et des idées. Et je trouve ça malheureux, c'est que dans ces émissions que l'on voit dans les médias mainstream, on ne prend pas ce temps-là d'expliquer les notions. C'est-à-dire que c'est tout de suite un affrontement, une confrontation, une guerre complètement ouverte où la violence règne très complètement, de manière très décontractée. Et je pense qu'il faut prendre ce temps-là de dire mais de quoi on parle en fait. Et d'ailleurs, hein, c'est pas anodin, c'est pas pour rien qu'on ne prend pas ce temps de la définition. C'est que finalement les débats seraient vraiment, il n'y aurait plus de débat en fait. Et c'est ce que j'ai dit une fois sur un plateau d'LCI. C'est quand par exemple la question était êtes-vous pour ou contre le voile dans l'espace public? Voilà. Ok, on va redéfinir les termes de cette problématique. La question reviendrait à dire êtes-vous pour ou contre une liberté fondamentale garantie par les conventions que la France a ratifiées? Et quand vous posez ces questions-là dans ces termes-là, il n'y a plus de débat. Qui peut dire aujourd'hui je suis contre une liberté fondamentale? Voilà, sauf un fasciste, clairement. Et c'est pour ça, vous remarquerez qu'on n'invite pas de juristes.
on n'invite pas de constitutionnalistes, on n'invite pas de psychologues, on n'invite pas de psychanalystes qui peuvent raconter beaucoup de choses aussi de cette société. On invite des polémistes qui nous sortent vraiment des énormités parce qu'il s'agit juste de créer du buzz. C'est tout. Donc, bien évidemment, je pense que je vais être un peu chiante quand même pour eux. Ils étaient embêtés, il fallait m'inviter parce que à un moment donné, il se passait le mot au sein des productions. Ouais, ok, les gars, c'est vrai que pendant 20 ans, 30 ans et même plus, on a parlé sans elle. En fait, on leur a confisqué la parole. Cette nana-là, maintenant, elle existe puisqu'on la voit sur sa chaîne YouTube. On ne peut pas faire comme si on n'en connaissait pas maintenant. Et donc, on m'invite et à la fois, je pose toujours la question de la pertinence quoi, même de ce débat. Pourquoi sommes-nous là, en fait ? Et voilà, je pense qu'une intervention n'a d'intérêt que si elle nous instruit, qu'elle nous instruit tout simplement de manière générale, mais sur le sens des mots et qu'on ressort de ce débat avec un certain savoir qu'on n'avait pas forcément. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de ne plus participer au débat. C'est que j'ai fini par comprendre, peut-être un peu tard et à mes dépens, que l'on ne cherchait pas à connaître l'autre et à comprendre l'autre et à déconstruire ou des représentations ou alors à expliquer, à clarifier certaines idées. On est juste là, invité. On fait partie finalement de cette mise en scène où ma seule présence suffit à valider les pires idées racistes en se donnant bonne conscience. On se dit, voilà, elle était invitée à la table. On a coché la case de quota, représentation. Mais qu'est-ce qu'on retient de ce débat-là ? Et c'est ce que je dis souvent aux gens j'étais, alors bien évidemment, après tous ces débats, j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de félicitations. Je suis très contente. Mais ça m'attriste aussi parce que je me dis, mince, j'ai créé Speak Up Channel en 2017. Et pour moi, comment on appelle ça, l'engagement, le combat pour une société plus juste, plus inclusive, il s'inscrit sur le temps. C'est pas à la suite de débats télévisés qui répondent à un temps médiatique qui est très court que l'on va changer les mentalités, qu'on va atteindre ces objectifs d'une société où règne un peu plus de paix, de tolérance. Et finalement, même nous-mêmes, en fait, on est prisonniers de cette exigence du buzz, du clash et de l'immédiateté et du spectacle, en fait. On est dans du monde du spectacle. Et c'est pour ça que j'aime le média. Voilà, c'est aussi pour ça que je suis contente d'être aux médias, c'est que on dépasse, je pense, à mon sens, l'agenda politico-médiatique qui est vraiment imposé par les médias de mainstream. On prend ce temps qui est long, certes, c'est parfois des matinales durent 1 heure. Il y a certains programmes aussi qui durent très longtemps, mais c'est un temps nécessaire pour apprendre. Voilà. Sauf quand il faut dérocher pour faire le zapping. Ça oui. Alors, tu parles du média, on va y revenir évidemment tout à l'heure, mais on peut reboucler avec ce que vient de dire Michel, puisqu'elle parlait de Nicolas Framont qui va bientôt, je crois, participer plus ou moins à la contre-matinale. Alors oui, moi j'ai vu. Tu peux le dire, c'est Cory qui vient de le dire dans le chat. Donc il a lancé le truc. Il y a aussi certaines informations que j'ai découvre en même temps que les réseaux sociaux. C'est vous dire à quel point vous faites partie de la grande famille du média et de l'équipe du média. Parce que je suis peut-être en retard dans mes messages, je vais me faire peut-être gronder par Bertrand, mais oui, j'ai vu son prénom, j'ai vu son nom passer dans un des échanges. Voilà. Alors, écoute, on en parle vite fait à propos de la place des femmes dans l'espace public. D'accord. Je voulais qu'on parle un petit peu de cette histoire de septembre 2020 où un beau jour, tu es allé à Caen inaugurer une plaque de rue à ton nom. Exactement. Oui, alors pareil, sa grande surprise. C'est une association qui s'appelle Caen à elle, qui me contacte pour me dire que leur association a développé un projet associatif en partenariat avec la mairie pour pouvoir pour pouvoir mettre des plaques de rue de femmes accolées à côté de celles d'hommes, parce que malheureusement, les femmes sont énormément visibilisées dans l'espace public et qu'il y a
très peu de noms de rue au nom de femmes. Et donc voilà, et comme quoi, la personne qui m'avait contactée, donc Pauline, me fait remarquer que leur engagement s'inscrit complètement aussi dans le mien, d'une meilleure représentation de ces femmes dans l'espace médiatique, qui est un espace public de toute façon. Et donc, effectivement, septembre 2020, on inaugure les plaques de rue qui étaient à ce moment-là provisoires, puisque elles allaient être installées donc quelques mois après au sein du centre-ville de Caen. Et alors maintenant, il faudrait peut-être suivre le projet, voir où ils en sont depuis. Donc c'est des plaques. Alors il faut savoir bien évidemment que Caen étant une municipalité de droite, quoique maintenant la droite et la gauche, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui en France. Vous vous doutez bien que donner le nom d'une femme qui porte le foulard a pu poser certains problèmes, on va dire, au sein du comité, et que ça n'a pas été de tout repos, en tout cas pour l'association Caen à elle, pour pouvoir imposer mon nom. Donc, il était question au début de poser les plaques de manière définitive, et non, finalement, ça va être de manière temporaire, ça va être sur quelques années, un an, finalement, un an, etc. Donc, c'est un projet qui est encore toujours rediscuté. Mais l'inauguration s'est faite en septembre 2020. Il y a une vidéo, je ne sais pas si Serge pourra la mettre dans le chat. Il y a une vidéo de cette inauguration avec ton petit discours et tout ça. Bien sympa. Ouais. Et alors là aussi, encore une fois, polémique nationale, puisque c'est le journal le Courrier de l'Atlas qui a mal écrit un article à ce sujet, qui a mal été repris par Valeurs Actuelles, évidemment. Et donc, ça a fini en fait comme une énorme fake news sur le site de Valeurs Actuelles. Ouais. Début octobre. Et la fake news a été évidemment démontée depuis par un journal local dont j'ai oublié le nom, mais dont Serge pourra aussi mettre le titre. Mais d'autres sites fascistes ou d'extrême droite ont repris cette news, et ça fait un petit peu boule de neige. Oui. Alors, exactement. En fait, c'est Nadir Dendoun qui a écrit le Courrier de l'Atlas. Nadir s'est entretenu avec Pauline de l'association Caen à elle. Et en plus de ça, Nadir est un excellent journaliste. Ça veut dire que quand il écrit son article, il a des sources. Donc, il a les mails, il a les échanges, il a les communiqués. Donc, il écrit tout ça à partir des éléments d'information qu'on a bien voulu lui communiquer. Alors, Valeurs Actuelles, je ne sais plus comment on transforme ça. Je n'ai plus trop l'article en tête, parce que j'essaie quand même de faire le tri et de me débarrasser de... Oui, il ne faut pas tout garder. Voilà, c'est des poubelles, très clairement. Et donc, effectivement, là, bien évidemment qu'au sein de... C'est aussi très politique. Hein. Je pense que la mairie de Caen a reçu pas mal de pression de la fachosphère pour renoncer justement à l'inauguration, enfin en tout cas à l'installation définitive de ces plaques de rue. Donc voilà, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est véritablement, mais je ne serais pas étonnée que ce projet soit complètement revu, même dans son essence. Ouais. Voilà. Sachant qu'il n'était pas question de remplacer, mais de rajouter des plaques qui ne sont même pas normées, puisqu'elles sont rouges, elles ne sont pas bleues. Voilà. Donc, voilà, c'était vraiment un acte symbolique. Hein, symbolique, exactement. Symbolique. Et c'est ça, c'est-à-dire quand je dis une rue de France à mon nom, oui, elle est à mon nom, mais il ne s'agit pas de retirer un autre nom, et il ne s'agit pas d'une adresse postale, bien évidemment. Oui, c'est ça. On ne peut pas écrire à l'adresse rue Nadia Lazoun. Voilà, exactement. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà, nous revoici avec le petit bruit de moteur de l'ordinateur de Michel, hein, en fond, qui chauffe, etc. Alors, dans le chat, ça dit que vous n'avez pas le temps de voir les émissions. Ben voilà, profitez-en, hein, découvrez-les en partie avec le zapping. J'espère que ça vous donnera envie d'aller vite voir les autres. Alors, on passe à la deuxième partie de l'émission. Alors, juste avant, dites-nous dans le chat si vous avez remarqué des améliorations de la qualité générale de l'image notamment et de l'émission, parce qu'on a encore fait des tests et on a changé de matériel. Même Michel, Michel, ton image apparemment elle était très bien maintenant avec ton nouvel ordi. Donc dites-nous si vous avez remarqué une amélioration de la qualité, c'est important parce qu'on fait beaucoup de tests et puis là on a un peu de nouveau matériel. Voilà. Cela étant dit, on passe à la deuxième partie. Nadia, donc on va parler de ton expérience aux médias. On peut commencer par dire que tu as fait
2 apparitions successives aux médias, toutes les 2 très rapprochées en avril 2021. Alors, je pense que la première, dans l'ordre chronologique, c'était la fois où tu as présenté un Dixit sur l'UNEF. Oui. C'est bien ça. Qui portait déjà un nom qui avait un titre bien accrocheur, je crois, puisque c'était, je crois, les étudiants de l'INEF mangent-ils les enfants ou quelque chose comme ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est toi qui avais trouvé le titre. C'est Théophile. Quand vous découvrez des titres mordants, accrocheurs, voilà, c'est Théophile. D'accord. Alors, c'était ta toute première expérience, une sorte de test peut-être, on va dire. Oui. Et puis, tu as dû revenir pour un motif un peu moins glorieux et puis un peu moins prévu quelques jours après pour témoigner auprès en compagnie de Taha sur cette histoire de menace de mort que tu avais reçue. En fait, tu avais reçu un courrier après avoir retweeté une vieille intervention à toi que tu avais fait sur LCI, qui datait de 2019, hein, c'est ça? Exactement. Et dans laquelle tu t'opposais, je crois, à l'interdiction du port du voile aux mères accompagnatrices dans les sorties scolaires. Il y avait eu tout un bins à un moment. Donc, toi, t'en profites, à une occasion, tu ressors sur Twitter ta petite intervention. Et là, ça part très loin. Ça part très loin, en fait. Ça part très loin, exactement. Effectivement, tous les ans, et on a pratiqué, à peu près, on a le droit à cette proposition de loi ou projet de loi qui vise à interdire le port du foulard, en tout cas des signes religieux, aux parents accompagnateurs. Bien évidemment, et viser le port du foulard. Et donc, je reçois forcément des invitations pour réagir à cette actualité. Je les décline et je partage ce tweet. Donc, cette petite vidéo, je dis voilà, c'est un extrait d'intervention qui date d'octobre 2019. Voilà, elle n'a pas pris une ride. Donc, voilà ce que moi j'aurais dit. Et il y a eu un regain d'intérêt pour ce débat-là. Voilà, il y a eu énormément de vues sur YouTube et le débat paraissait tellement actuel. Ça semblait tellement actuel. Et je dis non, mais ça date d'il y a pratiquement 2 ans, et s'en est suivi une riposte, je pense, de la fachosphère. L'enquête est en cours, hein, les policiers nous le diront, ils mettent un peu de temps, mais ils vont bien finir par nous le dire. Je reçois effectivement un courrier à mon domicile, une lettre manuscrite qui indique que je terminerai avec une balle dans la tête, que comme les millions de musulmanes et musulmans en France qui pourront être exterminés sans difficulté. Voilà. Ils ont la logistique. Et évidemment, on veut te renvoyer dans ton pays, c'est-à-dire en Normandie. Voilà, exactement. On veut me renvoyer en Normandie. Donc, non, moi je suis bien à Paris. Non, pas forcément. Ça me fait du bien d'être encore en Normandie. Je suis vraiment entre les deux, hein, j'y tiens. Mais voilà, c'est ça exactement. On veut me renvoyer dans mon pays. Et c'est clairement une lettre qui vise à me silencier. En fait, c'est ce que je disais dans l'émission. J'ai été invitée par Taha et il me dit mais qu'est-ce qu'on te reproche, Nadia? Et qu'est-ce qu'on me reproche? Finalement, on me reproche d'être l'antithèse de tout ce qui se dit sur les femmes musulmanes qui portent le foulard. C'est que ma seule présence dans cet espace médiatique vient donner tort à tous ces préjugés que l'on colle aux femmes musulmanes. Et donc, au bout du compte, vient rendre aussi inopérants tous ces discours politiques qui viendraient dire des musulmans qui ne veulent pas s'inclure dans la société, qui vivent de manière complètement marginale et en communauté. Enfin, personne ne pourra trouver dans toutes mes interventions une volonté de construire une communauté musulmane où on vivrait ensemble et à côté du reste de la France. Au contraire, j'ai toujours travaillé à l'inclusion, donc il fallait me faire taire absolument. Il fallait me faire taire. Et alors, je n'avais pas communiqué à l'époque, je ne l'ai pas dit, mais j'ai reçu aussi une deuxième lettre. Je n'ai pas voulu que ce soit médiatisé comme la première fois parce que je pense que ça a provoqué à un moment donné une forme de surenchère. La première médiatisation visait à alerter justement sur ce climat anti-musulman et sur les responsabilités des pouvoirs publics
qui clairement travaillent à construire cette société où pourrait régner une forme de chaos, en fait. Oui. Alors, Djemil fait remarquer de temps en temps à l'antenne que lui aussi, il est sujet très régulièrement à ce genre de remarques, de commentaires. Alors, souvent, les commentaires sont publics, sous les vidéos, sur Twitter, c'est le festival. Alors, vous deux, vous avez la circonstance aggravante de revendiquer ce que vous êtes, puisque vous appartenez, enfin, vous apparaissez dans le domaine médiatique et donc vous êtes à l'image, mais on peut supposer, alors peut-être que toi, tu as plus de remontées que nous, ou de témoignages, on peut imaginer que dans la société, pour les petits gens, les gens ordinaires, c'est exactement la même chose, cette polarisation de plus en plus violente de la société, en fait. Bien sûr. Oui, Djemil le faisait remarquer, oui, parce qu'on va nous reprocher aux médias, effectivement, on est à l'écran avec Djemil, avec Théophile, et c'est pas le bol. Bien évidemment. C'est pas le bol pour les fachos. Voilà, c'est ça. Forcément, on a un faciès qui raconte forcément l'appartenance aussi à un autre pays, à d'autres origines, etc. Donc, oui, on peut être français et d'origine étrangère. Et ça, ouais, effectivement, on nous le reproche. Et même en fait, ce qui est terrible, c'est que on a eu cette discussion un petit peu en interne, mais très rapidement, je pense qu'on devrait se rencontrer. Mais comment dire les choses de manière claire, c'est important de prendre le temps. C'est que finalement, on va reprocher aux médias de ne pas discriminer. C'est-à-dire que si Djemil, moi, ou Taha, ou Théophile se retrouvent aux médias et en plus de ça, dans des rôles, on va dire, publics, c'est parce que dans les autres médias, dans les médias mainstream, on est complètement, une fois de plus, invisibilisé, en fait. C'est que on reprocherait aux médias d'être ouverts, on reprocherait aux médias de respecter une certaine diversité à laquelle, en principe, sont tenus tous les autres médias. Enfin, franchement, je trouve ça juste ahurissant. Si vous trouvez qu'il y a trop d'Arabes et de Noirs aux médias, allez les recruter ailleurs aussi. Voilà, il y aura peut-être une répartition un peu plus égalitaire, un peu plus égale entre tous les médias. Mais je trouve ça juste fou. Moi, honnêtement, Antoine et Michel, je ne lis pas les commentaires. Vraiment, j'essaie de préserver mon état psychique. Et j'évite de les lire. Ouais. Mais est-ce que même dans les médias indépendants ou alternatifs, j'ai l'impression que le média, c'est un média, alors bon, politisé, etc., mais généraliste, qui n'est pas communautariste, entre guillemets, même si le mot n'est pas très joli. Au départ, on trouve des médias où il y a des minorités visibles qui sont très actives. C'est vrai. Mais souvent, dans ces médias, c'est parce qu'ils sont sur l'angle, justement, de leur communauté. Et il y a d'autres médias alternatifs où on voit que des faces de craie, j'allais dire, où on voit que des blancs. Oui. Je pense qu'on voit à peu près tous celui auquel je peux penser là tout de suite. Voilà. Et que, voilà, il y a des médias, malgré tout, qui, alors, par la force des choses, se créent pour faire vivre leur communauté et du coup donnent le flanc ensuite aux reproches de communautarisme. Ouais, alors c'est intéressant ce que tu dis. C'est là qu'on voit la différence, parce qu'il y a une petite différence entre représentation et représentativité. Mais généralement, on utilise le mot représentation pour parler des deux. Et Marie-France Malongal l'explique bien évidemment mieux que moi. J'ai eu l'occasion de lui donner la parole. Marie-France est sociologue des médias. Absolument. C'est qu'effectivement, si on regarde CNews, en termes de représentativité, oui, on voit des Noirs et des Arabes. C'est vrai. Lydia Guirus, longtemps, on la voyait. Comment elle s'appelle, celle qui était complètement énervée contre Mélanie Luce, Sonia Mabrouk, Zineb El Razoui pendant longtemps. Mais elles servent des discours racistes. Voilà. C'est que, en termes de représentativité, oui, on se voit notamment à CNews, mais en termes de représentation, c'est-à-dire de contenu, des discours et des idées, on est complètement, complètement absent finalement dans ces discours. Je parle vraiment d'idées plus humanistes et de belles valeurs qu'on défend en tout cas aux médias. Elles sont complètement absentes de ces médias mainstream. Donc mettre des Noirs et des Arabes, ça ne suffit pas, bien évidemment.
Il s'agit de les fameux représenter tout le monde dans les idées. Les fameux Arabes de service qui ont valu tant de problèmes à Taha. Voilà. Donc voilà, maintenant on ne peut plus dire ça sans prendre le risque de se prendre un procès dans la tête, quoi. Enfin, c'est juste ahurissant. On ne le dira pas. Alors, au départ, donc on a dit, tu as commencé sur le média avec Dixit pour une espèce de test un petit peu. Est-ce que tu connaissais le média déjà avant? Bien sûrement. sûr. Est-ce que tu le soutenais? Est-ce que tu es socio, etc. Et comment Théophile ou quelqu'un d'autre t'a contacté pour venir intégrer l'équipe du média? Alors, oui, bien évidemment, je connaissais le média. Et qu'est-ce qui a retenu mon attention dans le média? C'est de voir justement des visages qui racontent quelque chose de la diversité. Moi, c'est ça qui m'a interpellée. Voilà, vous voyez, comme quoi la question de la reconnaissance, on le disait un peu en préambule de cette émission, c'est que pour moi, elle est fondamentale parce que la question de la reconnaissance, se reconnaître au sein de cette société, les sociologues le disent et les psychologues aussi, c'est que la question de la reconnaissance croise celle de l'amour et de l'estime de soi. C'est-à-dire que si cette société, quand on dit société, on parle de la télé, puisque la télé est le miroir, principe le miroir de cette société, et que on n'existe pas au sein de cette société, donc on ne s'aime pas, tu n'existes pas, tu ne comptes pas, tu ne t'aimes pas. Donc c'est pour ça que c'était important de se retrouver dans ces médias, comme le disent les sociologues de médias, la télé est un lieu de reconnaissance. Voilà. Et donc, je trouvais que le média reconnaissait les histoires familiales, les héritages différents que les Français peuvent avoir, en fait, Françaises et Français. Et donc, ouais, ça m'a fait du bien, vraiment, de voir un média, comme tu dis, pas communautaire, pas communautariste, généraliste, qui donne la parole et met en avant des Français issus de l'immigration. Enfin, ça fait du bien. Il faut peut-être être issu de cette immigration pour le comprendre et le ressentir. Donc, le média, je l'ai connu comme ça. Bien évidemment, moi, j'ai des idées qui sont plutôt portées par la gauche. Taha, moi je connaissais Taha, donc j'ai vu que Taha avait aussi rejoint le média et je trouvais ça super qu'un média qui a quand même une certaine renommée et qui donne la chance à un jeune journaliste talentueux que l'on connaissait surtout, on va dire, à travers les réseaux sociaux. Bon, il était là-bas si j'y suis. Voilà. Et donc forcément, il y a une attraction tout à fait naturelle. Je me disais, punaise, qu'est-ce que j'aimerais bien en fait bosser dans ce média-là. Alors j'ai postulé au sein de pas mal de médias, notamment le média, d'autres médias alternatifs. Je vais donner les noms. Mediapart, qui par exemple ne m'a répondu que parce que j'ai dû passer par une personne qui a contacté l'autre personne, me dire mais non, on ne recrute personne, alors que derrière il y a eu une vague de recrutement. Mais bon, c'est pas grave. Et ça me dérange. Moi, voilà, je vais en parler. J'aime beaucoup Mediapart, j'aime beaucoup leurs enquêtes. J'apprends aussi auprès d'eux et je les trouve, je trouve qu'ils font un travail sérieux et méticuleux. Mais alors, en termes de représentativité, waouh! Donc, c'est bien de parler, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire de parler pour nous, parce que les sujets de racisme, de discrimination et d'inclusion ne sont pas le précaré, on n'a pas le monopole en tant que minorité de ces questions-là, pas du tout. Mais c'est des questions qui forcément nous touchent, donc c'est bien de présenter une ligne éditoriale dans laquelle, en tant que minorité, on se reconnaît tous, mais on aimerait bien qu'ils aillent un peu plus loin. Voilà, j'ose le dire. Et le média est allé plus loin. Donc voilà, ils ont réussi à joindre la parole aux actes. Et voilà pourquoi je me suis retrouvée aux médias et j'ai rencontré Théophile, qui m'avait remarqué notamment dans les débats télévisés. Et donc, j'ai commencé à faire ce Dixit, donc qui était un édito. Ensuite, il y a eu, c'était une période pour le média où il avait fallu faire certains choix, comme pour beaucoup, stratégiques en période de Covid. Donc, j'ai pas pu poursuivre la collaboration tout de suite après le Dixit, mais très vite, quand il y a eu cette campagne, cette levée de fonds et qu'il était possible de recruter des pigistes, puisque je suis pigiste aux médias, j'ai été recontactée pour animer la matinale. Donc, c'est une confiance incroyable qui m'a été accordée et j'espère j'espère être à la hauteur de cette confiance. Michel ?
Oui, je remets mon micro et je refais ronronner mon ordinateur. Oui, Nadia, effectivement, dans la contre-matinale, dans ta présentation, tu parles d'un média qui nous ressemble. Ouais. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Quelquefois, tu dis qu'il vous ressemble aussi. Ouais. Enfin, tu dis les deux, je crois. Et ça fait plaisir parce que quand tu avais été interviewée, tu avais eu un entretien dans la midinale de Regard, Oui. et tu disais, je suis vue comme un hijab sur pied. Alors là, au moins, aux médias, tu n'es plus un hijab sur pied. Aux médias, tu peux choisir tes sujets, n'est-ce Exactement. pas? La contre-matinale de Théophile et la tienne, oui. C'est deux façons différentes de présenter l'actualité, des sujets qui sont différents. Je vois plus chez toi les sujets de lutte sociale ou d'actualité sociale. C'est plus politicienne, je dirais, du côté de Théophile. Oui. Je trouve que vous avez une complémentarité tous les deux qui est assez extraordinaire. Est-ce que vous vous concertez ou vous bossez chacun dans votre coin? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? En tout cas, merci, Michel, pour tes mots qui me touchent beaucoup. Alors, Théophile, ça reste le rédacteur en chef. Donc, c'est vraiment lui qui a cette vision et qui sait... On a cette liberté. Bien évidemment, on propose tous les sujets et ils sont... Franchement, il n'y a jamais eu de veto qui a été opposé, clairement. Théophile nous donne une autonomie dans notre travail. Mais ça reste quand même celui qui a cette vision aussi... très clair. Et il y a Nicolas, qui, je le cite ici, qui est le chef d'édition. Nicolas Maillard. Nicolas Maillard que vous avez reçu. Qu'on a reçu. Exactement, et qui pense aussi la ligne éditoriale, qui travaille sur la programmation. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a une réunion la veille des matinales, à peu près à 15h30, parfois un peu plus tard, pour parler des sujets dont on devrait parler, qui vont être évoqués en fait en matinée. Donc on se colle quand même un petit peu à l'actualité, à d'autres moments, à d'autres rares moments, non. Mais je sais plus du coup ce que j'allais dire, mais voilà comment on travaille. Donc Nicolas Maillard, Cory, Bertrand, tout le monde est en principe connecté pour pouvoir définir le programme du lendemain. Voilà. Tu vois, tu as encore devancé ma prochaine question. Comment se prépare une matinale? Mais c'est bien. Du coup, alors je vais quand même te poser une autre question parce que c'est intéressant. Tu viens de dire que généralement le média se colle à l'actualité. Comment on fait pour articuler cette nécessité quand on fait une matinale en direct, bien sûr, avec le fait que le média s'est construit sur le fait de ne pas réagir à chaud sur l'actualité, de prendre le temps d'avoir un petit peu de recul et de l'analyse sur l'actualité, justement. Comment ça s'articule tout ça? Comment ça s'articule? C'est que forcément, on va quand même réagir à l'actualité puisqu'elle est traitée de manière très partisane et très partiale au sein des médias mainstream. Donc, il s'agit de proposer une autre grille de lecture. Et qu'il faut faire entendre des voix alternatives sur des sujets qui sont à la une. Mais on traite aussi de sujets et de questions de société. C'est ça que j'aime bien dans cette matinale, c'est qu'on a ce temps, effectivement, on est très actualité. Et puis, il y a ces éditos, notamment écrits par Djemil ou David Guiraud, il n'y a pas très longtemps, nous fait un très bel édito, une très belle chronique sur le traitement des personnes âgées en France. On a parlé de la question, notamment de la comment on appelle ça? Donc, vous savez, c'est les accompagnants, donc des personnes qui sont en situation de handicap. Les AESH. Merci. Donc, effectivement, il y a eu une manifestation de ces AESH. On n'a pas seulement traité de la manifestation, on a aussi on a poussé un peu plus loin le sujet, on a donné des témoignages, on a donné la parole à une politologue engagée dans le premier syndicat de parents. Donc, on approfondit quand même ces sujets sous un autre angle. Djemil, par exemple, va nous parler de cette saturation de l'information dans les réseaux sociaux, va dénoncer le fait qu'on vit dans l'ère du clash et du buzz et qu'on n'arrive pas à prendre du recul et de la distance sur ce qui se joue aujourd'hui. Et donc, on est entre de l'actualité, effectivement, et
des questions de société qui ne sont pas forcément inscrites dans l'agenda médiatique, mais qui restent, à notre sens, des questions qui sont essentielles, qui sont au cœur des préoccupations du média, qui s'inscrit dans des luttes sociales. Et les sujets qui devraient faire l'objet de débats, notamment Voilà. pour la présidentielle, alors qu'ils sont totalement invisibilisés. Exactement, comme la pollution numérique. Ouais. Très belle chronique de Djemil également, qui prend le temps de dénoncer ce fléau et aussi de poser la question de la solution. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement là à dénoncer des tendances observées qui sont inquiétantes. Il s'agit aussi après d'agir et de dire qu'on a un pouvoir entre les mains qu'il ne faut pas minimiser. Et voilà. Alors, Serge Victor, qui s'éclate dans le chat, du coup, qui n'est pas là, qui dit « J'ai une question de fond. Qui est le plus réveillé à cette heure entre Djemil, Taha et David ?» Je ne sais pas si tu es obligé de répondre. Franchement, ouais, non. Si nous regarde, tu vas en fâcher deux, quoi. Donc, non, c'est vrai. Mais en tout cas, on peut parler de moi, par exemple. Sinon, pour éviter de me faire des problèmes. Mais c'est pas forcément facile, parce que ça nous fait partir, pour la plupart d'entre nous, à 5h, 5h30 de chez nous. Les unes tombent, les sujets qui vont faire la une tombent dans la nuit, un peu peut-être entre 21h, minuit. Donc c'est un travail qu'on fait parfois jusqu'à 2h du matin. Donc les nuits sont courtes. Et puis voilà, vous en savez quelque chose. Là, à travers Twitch, vous animez un échange, mais quand on est sur un plateau et qu'on anime un plateau, on distribue la parole, il faut pouvoir rebondir, il faut effectivement l'invité parfois anticipe nos questions, donc il faut trouver des transitions, etc. Donc ça me plaît beaucoup d'être à l'animation, mais je me mets une forme de pression en me disant, et à chaque fois, je me dis, voilà, c'est parti, quoi. On a un peu le chef d'orchestre finalement, et ça met une certaine pression, donc il faut être en forme, et parfois on n'est pas forcément bien reposé. C'est clair. Alors, on va continuer avec le chat pour avoir un peu d'interactivité. Bien sûr. Il y a Valeur Anarchiste qui nous dit qu'il ou elle, je ne sais pas, une valeur anarchiste, trouve dommage que vous repreniez, attendez, n'écrivez pas trop vite s'il vous plaît, que vous repreniez les unes des médias mainstream. Pas seulement Valeur Anarchiste. Alors, pas seulement. Non, pas seulement. Théophile, dans sa titrologie, reprend aussi les unes des médias alternatifs. Peut-être que le propos derrière, c'était de dire pourquoi ne pas reprendre que les propos alternatifs, malheureusement, des médias alternatifs. Ouais, mais le problème, c'est que les gens, la majorité des gens lisent la presse mainstream. Oui. Voilà, on est peu, on est des résistants et on lit une presse qui est alternative, mais malheureusement, ce n'est pas ce n'est pas la norme. Donc, on va aller parler à ces gens-là qui vont lire la presse mainstream en leur apportant un regard critique sur ce qu'ils lisent. Donc, après, on les ramène doucement vers une presse plus alternative. Alors, moi, j'ai quand même noté le gimmick de préciser à chaque fois à qui appartenait le média. Voilà, je pense. À vous, en fait. Il vous appartient à vous. Non, pardon. À qui appartiennent les médias que vous citez le matin. Voilà, c'était ça. Les oligarques. Voilà, de le repréciser à chaque fois. Alors, moi, j'ai une autre question qui n'est pas dans le chat, mais que je me suis déjà posée. Même quand c'est toi qui présente la matinale, tu parles de la titrologie de Théophile. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui choisit tous les titres et puis toi, tu te contente, entre guillemets, j'allais dire, de les porter comme là, oui. autour. Ouais, effectivement, jusque-là, oui, pour des raisons d'organisation, notamment, parce que bon, on va dire que je vais m'y mettre, la titrologie, je vais le faire, mais comme je suis pigiste, je travaille aussi en fait à côté du média. Théophile, lui, est salarié, voilà, donc il est salarié à temps plein. Il a forcément plus de temps que moi à consacrer à la préparation de certains contenus. Voilà, c'est simplement pour une raison d'organisation. D'accord. Alors, le débat continue sur le choix de donner les titres des médias mainstream dans le chat. On va pas avec un regard critique. On les donne, mais on critique. Voilà. Michel, est-ce que tu as une question? Non, pas de question, mais je me disais qu'effectivement,
J'avais presque envie que les sociaux s'amusent à ajouter une rubrique, les titres que vous n'avez pas vus. Parce Oui, qu'il y a beaucoup de bien médias, sûr. finalement, il y en a des médias indépendants et il y a des choses dont on n'entend pas vraiment parler et Ouais. qu'on peut, nous, en tant que lecteurs ou auditeurs d'autres médias indépendants, avons relevé. Donc, ça peut être intéressant Oui, d'ajouter quelquefois un point sur des choses qui ne sont pas apparues, en fait, qui n'ont pas oui. été remarquées. C'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, en tout cas pour certains numéros, on avait des sociaux qui réagissaient à la titrologie et nous informaient d'une actualité dont on n'aurait pas eu connaissance parce que les médias ont choisi de. Il y a forcément un parti pris, mais peut-être qu'effectivement, il faudrait poursuivre sur ce modèle-là de sociaux qui viendraient en live, même en direct, quand c'est possible, compléter cette titrologie. Le répondeur, tu sais si ça marche ou pas? Le répondeur? Le répondeur auquel les sociaux peuvent, enfin, Ah, que les sociaux peuvent appeler pour laisser un petit message. oui, bah oui, oui. Enfin, j'imagine que oui. Alors, c'est d'ailleurs qui le gère? Est-ce que c'est Thibaut? Alors, Thibaut, c'est celui qui a toutes les informations. Thibaut, c'est c'est celui qui peut plus nous informer. Mais bien sûr que le répondeur. Enfin, moi, je sais que. D'ailleurs, je crois bien que c'est même Thibaut qui m'en avait informé. C'est que systématiquement, les messages, les mails des sociaux sont bien évidemment traités. S'il devait y avoir un ordre de priorité parmi toutes les informations que l'on reçoit, c'est celui de répondre aux messages et aux mails et aux doléances des sociaux. Oui, je crois que ça lui prend pas mal de temps, effectivement, Ouais, cette activité. exactement. Euh, pour l'intérêt de la qualité de l'émission de demain matin, on a tous intérêt à te libérer pas trop tard. Ouais. J'ai quand même relevé, alors tiens, ben pour le coup, j'ai quand même relevé je vais vous faire une petite citation d'une phrase, alors qui concerne un petit peu tout le monde, de Guillaume Meurice, qui a une petite rubrique dans Ciné Mensuel. Alors bon, évidemment, hein, tout le monde ne lit pas Ciné Mensuel, donc sa phrase, elle touche quand même des gens déjà concernés. Bien sûr. Mais je trouve que c'est pas mal pour finir cette émission. Il s'adresse aux gens de tous les jours, et il dit ceci, il dit: les dominants vous ont fait croire que le danger, c'est le réfugié sans le sou, plutôt que le milliardaire qui vous pique votre pognon tous les jours, Mm. échappant à l'impôt, imposant sa politique. Ah, Vous y avez cru, ils ont gagné, ils ont grand remplacé les raisons de votre colère. ouais. Voilà, ça plombe un peu l'ambiance. Ça Pardon. plombe un peu l'ambiance, mais il le dit de manière tellement poétique, le Voilà. Meurice. J'espère qu'on aura l'occasion, tiens, de le recevoir aux médias. Ah, ça serait une excellente idée. Je serais Mais même prêt à me lever pour le voir en direct. l'invitation est lancée, Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, si tu nous regardes. Voilà. J'ai un doute, mais bon, on lui fera passer. On va s'occuper de lui faire passer le message. Je ne sais pas comment. Nadia, merci beaucoup. Vraiment un grand merci d'avoir accepté notre invitation et C'est moi d'avoir qui passé vous tout ce temps remercie. avec nous. Merci beaucoup. C'était vraiment très agréable et encore une fois très intéressant. Merci. Il est l'heure de remercier Serge Victor, du coup, aujourd'hui. Oui, Michel, on entend ton Non, je voulais juste remercier Nadia, mais puisque tu es dans les remerciements, vas-y. Ouais, merci. Mais, Voilà. vraiment, Michel, c'est moi qui te remercie, Antoine également, et tous les sociaux qui organisent ce Twitch et qui font aussi le zapping. Et c'est à nous de vous remercier de tout cet investissement. Moi, je sais que le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et vous donnez aux médias ce qu'il y a de plus précieux. Donc, merci à vous. Ah ben voilà, une belle séance de remerciements respectifs. On remercie aussi Cory, parce que c'est la tradition. On remercie toujours Cory à la fin de l'émission. Merci, Cory. Voilà. On vous rappelle que vous pouvez suivre les activités des socios engagés sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, notamment avec le zapping, sur Instagram et aussi un petit peu sur Mastodon. Évidemment, on vous invite à faire la même chose, l'ensemble des réseaux sociaux du média. Si vous le pouvez, comme on le dit dans les émissions du média, vous pouvez devenir abonné ou sociétaire à partir de 5 € par mois. Si devenir sociétaire, ce n'est pas votre truc, vous pouvez faire aussi un don ponctuel ou régulier, qui peut être aussi de 5 € par mois. L'avantage, c'est qu'ils sont défiscalisés en partie.
contrairement aux abonnements, ou qui le sont moins en tout cas. Bon, voilà, vous avez toutes les infos sur lemediatv.fr/soutien. Merci encore à tout le monde. Merci Nadia. À demain matin. Ouais, Je te souhaite une bonne soirée et une bonne matinée. Oui. Demain. Merci. Allez, bravo à vous. On vous laisse en musique. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir.